Il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, les derniers développements de l'affaire de la pouponnière Kër Yërmandé. Près de 50 bébés évacués au niveau des structures sanitaires. Certains sont hospitalisés, d'autres en observation. Ndella Madior Diouf, la propriétaire arrêtée hier, elle est toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar. Sur cette affaire, justement, les regrets de la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Une cellule de crise a été même installée au ministère de la Famille et de la Petite Enfance selon Maïmouna Sissoko, qui annonce un projet de décret pour réglementer les crèches. Keur Massar, le maître coranique arrêté pour viol sur 14 filles. Il attend d'être déféré ce vendredi. Ses victimes présumées sont âgées de 12 à 13 ans. Les limiers du commissariat de police de Jaxaay ont bouclé l'enquête. Cour suprême, l'affaire Ndiaga Diouf à la barre. La juridiction se penche sur le pourvoi en cassation de Barthélémy Diaz, le principal accusé. En première instance, comme en appel d'ailleurs, le maire de Dakar a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Serigne Mboup, Bougane Gueye Dany, Anta Babacar Ngom, Mamadou Yatassaye, entre autres, tous hommes d'affaires et candidats déclarés à la présidentielle de 2024. Comment expliquer cette ruée? Que cherchent-ils ou encore ont-ils une chance de se hisser à la tête du Sénégal? Élément de réponse dans le dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. La fête de la nativité, Noël, célébrée cette année dans un contexte de conjoncture économique. Chaque père de famille va dépenser en fonction de ses moyens, mais tous s'accordent à dire que le plus important est d'offrir des cadeaux aux enfants. Georges Déthié Diop sera avec nous pour les actualités internationales. Malal Diane Junior pour le journal des sports. Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue, en fin de journal, débat sur la problématique de la prise en charge de la petite enfance au Sénégal. Le prétexte, l'affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf, Kër Yërmandé. Aliou Ba est à la technique, bienvenue. D'abord, les derniers développements de l'affaire Ndella Madior Diouf. Les 48 bébés sont actuellement dans des structures sanitaires. Certains sont hospitalisés, d'autres en observation. Les autorités judiciaires craignent une traite d'enfants, entre autres. Famadion. Ndella Madior Diouf est dans de beaux draps. Les 48 bébés qui étaient à sa charge à son domicile, qu'elle avait transformé en pouponnière, ont tous été récupérés hier tard dans la soirée. Tous les 48 bébés sont dans un piteux état. Certains présentent des cas de malnutrition aiguë sévère et sont actuellement à Albert Royer où leur état nécessite au moins 1 mois d'hospitalisation. Les autres bébés, eux, sont à Gaspard Camara. Sur les 48 bébés récupérés chez Ndella Madior Diouf, il y a 2 paires de jumeaux. 2 autres bébés vivent avec un handicap. À noter que Ndella Madior a été cueillie après avoir refusé de déférer à une convocation suite à la plainte d'une femme qui voulait récupérer son bébé. Mais la responsable de la radio Safir FM s'y est opposée. Dans sa maison qu'elle a transformée en pouponnière, 2 bébés y ont perdu la vie. Le corps d'un des bébés est toujours à la morgue. Face aux enquêteurs, elle a renseigné ne pas détenir d'autorisation pour l'ouverture de sa pouponnière qui pourtant fonctionne depuis 2022. Ndella Madior Diouf est accusée d'enlèvement d'enfants, maltraitance, suspicion de traite d'enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. Famadion, la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, regrette ce drame survenu dans une pouponnière. Maïmouna Sissoko révèle qu'une cellule de crise a été mise en place par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance. Elle annonce par ailleurs un projet de décret portant réglementation des crèches pouponnières au orphelinat. Maïmouna Sissoko au téléphone avec Eladji Ndiogou-Diène. Je suis triste, profondément triste pour ces tout-petits. Nous sommes à la disposition des autorités en charge de la prise en charge des pouponnières, de la gestion des pouponnières et des orphelinats, sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Nous accompagnons le ministère de la Justice qui a pris la bonne décision de fermer déjà la structure sur instruction du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Et toute la journée, nos services ont été à la cellule de crise pour déjà fermer, mais aussi orienter les tout-petits vers les structures de santé pour leur prise en charge. Et l'agence est mobilisée aujourd'hui à mettre à la disposition de la cellule de crise, à travers le ministère de tutelle, les produits nécessaires pour accompagner la prise en charge et être aux côtés du ministère de la Justice. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'État et un certain laxisme parce que il devait y avoir en amont un travail concernant l'ouverture et le contrôle de ce genre de structure, mais apparemment cela n'a pas été fait, ce qui a eu comme conséquence drame. Bon, c'est une
une affaire judiciaire. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Sénégal est encore très jeune dans la prise en charge des tout-petits. Et nous sommes en train de travailler à mettre des bases juridiques pour encadrer, pour assainir. Et le processus est en cours. Par exemple, au niveau de l'agence, pour assainir le sous-secteur de la petite enfance, nous avons un projet de décret qui est en cours et qui doit être signé pour nous permettre de faire des descentes dans les structures, de les inspecter, parce que nous ne pouvons le faire sans base juridique. C'est l'exemple que je peux donner. Maïmouna Sissoko, la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, un point de presse de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance, Fatou Diané, est d'ailleurs prévu cet après-midi. Point de presse plutôt sur l'affaire Ndella Madior Diouf. Le maître coranique accusé de viol sur 14 filles à Keur Massar devrait être déféré ce vendredi au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il est poursuivi pour des faits de viol sur des filles mineures âgées entre 12 et 13 ans. Les policiers du commissariat de police de Diakhaï ont d'ailleurs bouclé l'enquête. Le maître coranique et ses talibés logés tous à l'unité 23 des parcelles Zasseni de Keur Massar. Amina Taba. Nous sommes à l'unité 23 des parcelles Zasseni de Keur Massar, Rufisque 1. C'est le rez-de-chaussée de ce bâtiment de 2 étages en construction inachevée qui abrite l'internat mis en cause. C'est dans cet établissement d'enseignement coranique que Oustaz Bayo a été arrêté mardi dernier pour abus sexuels sur plusieurs filles âgées entre 12 et 14 ans. Mais la porte est bien fermée par les responsables. Nous les avons trouvés dehors. Ils interdisent l'accès au lieu. La tension est vive. Le délégué de quartier de l'unité 23 des parcelles Zasseni, Mahoura Gueye, exprime sa colère. Les habitants qui sont à côté de l'internat étaient venus chez moi pour dénoncer et m'informer que les filles de l'internat font beaucoup de bruit vers 2h, voire 3h du matin. Donc avec cette situation, Oustaz Bayo donne raison aux habitants. Il est accusé d'avoir violé des filles. En plus, son internat n'était pas recensé. Le président des Serigne Dara de la commune de Diakhaï Parcelles Assainies, Moustapha Nia, était également sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Il compte apporter son soutien à Oustaz Bayo, présumé auteur des cas de viol. Nous ne pouvons pas accéder à l'intérieur. Les responsables du Dara m'ont informé que le maître coranique est entre les mains de la police. Si les accusations sont avérées, c'est à dénoncer. Mais nous allons engager un avocat pour défendre le Serigne Dara car il est des nôtres. Les habitants de l'unité 23 des parcelles Zasseni, Keur Massar, Rufisque 1, très inquiets, attendent que les autorités prennent des mesures sur cette affaire afin de protéger leurs enfants. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Direction Sédhiou où plus de 20 mariages et 50 grossesses précoces ont été enregistrés durant cette année 2023. Des chiffres publiés lors d'un forum communautaire d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans la région. Idrissa Sambou, le coordonnateur de l'AMO, l'action éducative en milieu ouvert, avec Bakary Conté. Nous, au niveau de l'AMO, ce qu'on a recueilli cette année, c'est à peu près plus d'une vingtaine de mariages d'enfants qu'on a traités au niveau du tribunal pour enfants. La majeure partie des cas, vraiment, c'est concluant. Là, ces cas sont placés dans les structures d'accueil de Ziguinchor en attendant vraiment une médiation. Parce que la loi interdit vraiment les parents de marier très tôt leurs enfants. Ce qu'on constate, c'est des filles qui, dès l'âge de 13 ans, sont données en mariage contre leur gré. Et c'est ça que vraiment l'AMO, nous déplorons et même toutes les autorités administratives et judiciaires qui le déplorent. Pour ce qui concerne les grossesses, pour cette année, il y a de janvier jusqu'à ce moment, il y a à peu près plus d'une cinquantaine de grossesses qu'on a recueillies. C'est vrai que ça, au niveau de nos statistiques et aussi au niveau des statistiques de l'IF, la majeure partie des cas de grossesse, ça vient de Goudomp. Parce que là, c'est le point focal du CDP qui est là-bas. Chaque fois qu'il y a un cas de grossesse, là, ils contactent directement l'AMO. Là, nous prenons pour l'accompagnement judiciaire, pour établir des psychologiques, des ordonnances de placement au niveau des centres d'accueil d'hébergement de Ziguinchor. Soit c'est le CPA, le centre de premier accueil, ou bien c'est à Enda Santé ou le centre Koulimaro. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi, 10 minutes. Direction la Cour suprême. Mamadou Sy, bonjour. Bonjour Barthélémy. L'affaire Ndiaga Diouf à la barre de cette juridiction ce matin. Les avocats de Barthélémy Diaz, le principal accusé, Barthélémy, condamné en première instance puis en appel à 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Ces avocats donc demandent à la Cour suprême de casser la décision de la Cour d'appel. Mais la partie civile
quant à elle, demande à la Cour de rejeter tout simplement le pourvoi. Effectivement, Barthélémy Ngom, il faut retenir que l'audience a été suspendue. Le délibéré sera rendu à 13h. Donc, l'avocat général, lors de sa plaidoirie, a demandé à ce que le pourvoi en cassation, soit donc rejeté par la Cour. Lors de plaidoirie également, les avocats de Barthélémy Diaz ont soulevé 4 moyens pour casser donc la décision de la Cour d'appel. Le premier moyen, c'est l'exception d'inconstitutionnalité. Selon les avocats de Barthélémy Diaz, le juge avait décidé, donc, ou avait refusé, pour dire, d'appliquer la loi parce que, selon eux, il devait renvoyer l'affaire d'abord devant le Conseil constitutionnel avant de vider l'affaire, ce qui n'a pas été fait et ce qu'ils considèrent comme une violation. L'autre moyen également, Barthélémy, qui a été soulevé par les avocats de Barthélémy Diaz, c'est les motifs qui ont été avancés par le juge, à savoir son intime conviction. Selon eux, ces motifs ne sont pas suffisants car le juge ne devait pas non seulement se baser sur son intime conviction, l'intime conviction devait être accompagnée par ce qu'ils appellent le système légal de preuve. Pour eux, le juge n'avait pas suffisamment de preuves pour condamner le maire de Dakar, même s'ils estiment que l'aveu donc de Barthélémy Diaz n'était pas suffisant pour pouvoir le condamner. Autre également fait qui a été relevé par les avocats de Barthélémy Diaz, c'est le principe donc de contradictoire. Et selon eux, il n'a pas été respecté. Maître Ciré Clédor Ly a également estimé que l'imputation donc de la mort de Ndiaga Diouf n'a pas été établie et donc la décision, selon lui, donc devait être cassée par le tribunal. Donc des arguments battus en brèche par la partie civile, Maître Pape Morgnon, qui estime que lors de l'audience à la Cour d'appel, l'exception d'inconstitutionnalité n'a pas été soulevée, elle ne figure pas dans le jugement. Il estime également que Barthélémy Diaz n'a pas, selon lui, remis les armes qui ont été utilisées donc, lors de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Il demande donc à la Cour de déclarer irrecevable donc, ce qu'on appelait moyens qui ont été soulevés, mais également de rejeter donc la demande le pourvoi en cassation par les avocats donc, de Barthélémy Diaz, parce que selon lui, donc, des faisceaux d'indices existent. Le juge s'est basé sur ces faisceaux d'indices-là. Il peut, selon lui également, que Barthélémy Diaz n'a pas remis l'arme qu'il avait utilisée pour, donc, disons, Barthélémy Ngom, l'arme qui a été utilisée lors de l'attaque de la mairie donc, de Mermoz Sacré-Cœur. Retenez en gros que l'avocat général a demandé à ce que donc, la Cour rejette donc, le pourvoi en cassation de Barthélémy Diaz. Le verdict est attendu à 13h. Le verdict attendu à 13h, verdict de la Cour suprême donc sur ce pourvoi en cassation. Je rappelle que c'est Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar, qui avait saisi la juridiction pour s'attaquer au verdict qui a été confirmé, en appel, 2 ans dont 6 mois ferme plus une amende de 25 millions de francs CFA. En politique, le mandataire du candidat de Mohamed Boun Abdallah Dionne au Conseil constitutionnel, c'est pour déposer le dossier de candidature de l'ancien Premier ministre investi pour la coalition Dionne 2024 à la prochaine élection présidentielle. Pendant ce temps, le parti LDR Yessal de Mamadou Diagne Fada tient son congrès d'investiture d'Amadouba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cette cérémonie a lieu au lendemain de l'investiture du Premier ministre par le parti présidentiel, l'Alliance pour la République. Vous l'avez sans doute constaté, beaucoup d'hommes d'affaires sont des candidats ou ont déclaré leur candidature à la prochaine élection présidentielle. Parmi on peut citer entre autres Serigne Mboup, Bougane Gueye Dany, Anta Babacar Ngom, Mamadou Yatassaye entre autres. Question, comment expliquer cette ruée? Que cherchent-ils ou encore ont-ils une chance de se hisser à la tête du Sénégal? Des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba.
En matière de président, le Sénégal a connu presque tout. Poète, administrateur civil, avocat, ingénieur. Il manquait toutefois au tableau les hommes d'affaires. Et ils sont là, en piste pour la présidentielle. Bougane Gueye Dany, Anta Babacar Ngom, Mamadou Ly Akili, entre autres. Jusque-là, il s'était contenté de jouer le rôle de faiseur de roi. Dr Seydina Oumar Seye, économiste, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils vont essayer d'être dans la chose publique au niveau des instances de décision afin tout simplement d'influencer, d'orienter ou bien de pouvoir capter la commande publique, entre autres. Sauver leur business, opportunistes aussi. Les hommes politiques, dit-on, ont tout essayé, mais ça ne prend pas. Babacar Dione, journaliste, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Parce que tout simplement, on pense qu'en faisant de la politique, on parvient à conserver ses biens. On parvient en tout cas à se faire épargner tout ce qui se passe dans la politique. Et souvent, donc, quand on n'est pas du côté du système, on peut être appelé donc à payer des impôts, des taxes beaucoup plus que les autres. Mais attention, les Sénégalais ont une manière de voter particulière, rappelle Dr Seydina Oumar Seye. Dans le Sénégal, la manière de voter, ce n'est pas encore une fois le profil, la personnalité ou bien l'homme d'affaires, mais c'est plutôt ce verbe-là, c'est plutôt cette connexion entre vous et le peuple qui fera le reste. L'arrivée d'un homme d'affaires à la tête du Sénégal illustrerait la toute-puissance de l'argent dans la politique. Ailleurs, la mayonnaise a pris aux États-Unis avec Donald Trump, en Italie avec l'élection de l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi. Au Bénin, on peut citer l'exemple de Patrice Talon, chef d'État du Bénin. Mohamed Ali Mouboua, en tout cas, beaucoup d'hommes d'affaires sont sur la ligne de départ de cette élection présidentielle. L'Alliance pour la République en eau trouble à Thiès des divergences qui minent le parti au pouvoir à quelques mois de la présidentielle. Conscient du risque, eh bien, des responsables de Thiès Nord ont engagé une campagne de médiation pour faire revenir tous les frustrés. Cheikh Anta Diop, c'est parce qu'ils estiment que l'heure est grave. Le linge sale se lave en famille. L'unité au sein de la coalition, les responsables de Benno Bokk Yakaar ont cogité sur le sujet par le biais d'une confrontation d'idées passionnantes. Pape Doumbouya, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Absolument, c'est un travail de longue haleine. Ça ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Nous avons toujours travaillé dans le respect mutuel en tant que leader jeune de la même génération parce qu'on doit pouvoir travailler ensemble pour pouvoir obtenir le résultat. Parce qu'il le faut. Dans la division, on ne peut rien gagner. Mais aussi, il faut une unité, mais quand même sincère. Le responsable de Benno Bokk Yakaar de la zone nord de Thiès invite les responsables militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar à ne pas laisser le terrain à l'opposition. Selon lui, Thiès n'est pas la chasse gardée de personne. Ils doivent se mobiliser pour renverser la tendance. On a tous compris ce qui nous attend. Maintenant, ces élections-là, c'est pas facile, c'est pas du tout évident. On peut pas perdre 2 élections successives et rester chez soi et dire qu'on va regagner. Pas se voiler la face. Je pense qu'on va travailler. Maintenant, nous tous, on a compris, on est des chefs d'entreprise, on est des politiques et autres. On s'est parlé. Les gens savent que ce qui les attend aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est en jeu. C'est l'avenir de beaucoup de choses qui est en jeu. Pour gagner, il faut vraiment mouiller les maillots. Les leaders de Benno Bokk Yakaar de Thiès maintiennent leur ambition de contribuer à la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba à l'élection présidentielle de 2024. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Midi 18, direction Ndiakhène. Ndiakhène, c'est une localité située dans la commune de Mbane. Là-bas, les habitants tirent la sonnette d'alarme. Ils déplorent l'enclavement du village, l'insécurité, le manque d'éclairage public et d'eau potable. Ces habitants de Ndiakhaï qui interpellent le chef de l'État réclament également des solutions définitives à leurs difficultés. Mamadou Diagne. Situé à une quarantaine de kilomètres de la commune de Richard Toll, les habitants du village de Ndiakhaï dans la commune de Mbane sont dans le désarroi. Accéder à cette localité demeure un véritable parcours du combattant à cause de son enclavement. Adam Sey, habitant de Ndiakhaï. Sincèrement, l'enclavement de notre village nous pose énormément de difficultés. Même pour aller à Richard Toll, c'est tout un problème. Nous interpellons directement le maire pour des solutions définitives à ce problème. À ces difficultés, d'autres viennent s'ajouter, comme celles liées à l'insécurité
l'insécurité, le manque d'éclairage et l'inaccessibilité à l'eau potable, selon Sayer Tchoubo, porte-parole du chef de village. L'insécurité est une réalité dans notre village et nous voulons au moins une brigade de gendarmerie ou une poste de police. Cela va nous aider beaucoup. Pareil pour l'éclairage de la localité. L'eau, n'en parlons même pas. Nous n'en avons pas assez car le château d'eau ne peut plus alimenter tout le village. Conscient de tous ces problèmes, l'adjoint du sous-préfet de Mbane, Habib Mbaye, rassure la population et soutient que des efforts sont en train d'être faits pour soulager les habitants de Djakhaï. La population, par rapport véritablement au problème d'eau et à l'enclavement, aujourd'hui, on peut qu'applaudir des deux mains parce que la route Kermamarsar, Richard Toll, Louga, les travaux vont bientôt démarrer. Mais le problème d'eau également est un problème récurrent, c'est vrai. Mais nous tous, l'État, les sociétés, Soami Agri, mais sont à pied d'œuvre véritablement pour régler tous ces problèmes-là qui gangrènent certaines sociétés. Mais en attendant l'effectivité de ces mesures, les habitants de Djakhaï interpellent l'autorité municipale pour au moins régler le problème de l'éclairage du village. Mamadou Diagne, Djakhaï, Radio Futur Média. Le matériel agricole octroyé au monde rural entre 2012 et 2023, l'État a distribué plus de 106 000 unités aux producteurs pour un montant de 168 milliards CFA. Omar Sané, le directeur de la modernisation de l'équipement rural, a fait l'annonce en marge d'un atelier de validation du document intitulé Stratégie nationale de mécanisation agricole. Omar Sané, au terme de la rencontre qui s'est tenue à Diamniadio, s'est confié à Abdou Diouf Diagne. Ceci démontre l'importance que les autorités, la plus haute autorité a sur l'implantation de la mécanisation agricole. Depuis 2012, 2013 jusqu'à 2023, plus de 106 000 unités de matériel agricole ont été mises à la disposition des produits pour plus de 168 milliards mobilisés par l'État du Sénégal. Nous avons dans ce lot-là plus de 96 000 petits matériels de culture attelés. C'est pour vraiment moderniser les exploitations familiales et plus de 2500 tracteurs et 168 000 moissonneuses batteuses mis à la disposition des producteurs. C'est pour montrer vraiment l'importance que les autorités ont accordée à la modernisation de l'équipement rural. Pour cela, il faudra qu'on ait une stratégie pour qu'on puisse harmoniser et créer les synergies, mettre les acteurs ensemble pour réussir la modernisation de notre équipement rural. Donc c'est ça qui nous a réunis aujourd'hui. C'est un long processus qui a été entamé depuis 2021 parce que ça doit être un document partagé et inclusif. C'est pour cela qu'on a pris le temps d'inclure, de partager, d'échanger avec tous les acteurs jusqu'à l'aboutissement de ce document. C'était donc Omar Sané, le directeur de la modernisation de l'équipement rural. Propos recueillis par Abdou Diouf Diagne, midi 22 minutes. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Georges Déthié. Bienvenue, bonjour Georges. Merci Barthélémy Ngom, bonjour. Guinée d'abord, le bilan de l'incendie à Conakry s'est alourdi. Selon un communiqué du gouvernement, le sinistre a provoqué 23 décès et 241 blessés. Le précédent bilan publié mardi avait fait état de 18 morts et de plus de 212 blessés. Le communiqué indique que sur les 241 blessés, 167 ont regagné leur domicile et 74 sont toujours hospitalisés. Il ajoute que de nombreuses déclarations font état d'un nombre important de disparus. Des investigations sont en cours pour les élucider. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a annoncé mercredi un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes. Niger, les derniers militaires français ont quitté le pays. Oui, ils ont quitté la base aérienne projetée de Niamey ce matin. Ils étaient au nombre de 50. Le général Eric Ozan, commandant des forces françaises au Sahel, était présent sur le tarmac pour la restitution de l'emprise aux autorités nigériennes. Il ne s'est adressé qu'aux soldats français avant de redécoller dans la foulée vers le Tchad où se trouve son état-major. Au Mali, l'État a rendu public sa stratégie nationale d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA et son plan d'action 2024-2026. Le programme de plus de 800 milliards de francs CFA vise à apporter assistance sur une période de 3 ans aux 6 000 anciens travailleurs nationaux de la MINUSMA.
Zanga Abdoulaye Ouattara. Cette annonce a été faite au terme d'une rencontre organisée par le ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le plan d'action de la stratégie est articulé en 4 axes principaux. Il s'agit des mesures urgentes, du développement des compétences, de la promotion de l'emploi et l'esprit d'entrepreneuriat et d'appui aux entreprises et la fourniture des services sociaux de base. Ce plan, d'un coût de plus de 809 milliards de francs CFA, sera mis en œuvre dans un délai de 3 ans, plus précisément du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Il vise entre autres à créer de nouveaux emplois afin d'atténuer la pression sur les anciens travailleurs de la mission onusienne et de renforcer les capacités des jeunes femmes. Selon la mission onusienne, le personnel malien affecté par son départ est estimé à 6361 employés, dont 3390 emplois directs. Ces derniers sont répartis entre 1116 fonctionnaires et 2274 vacataires ou contractuels. La mission note aussi avoir permis 2971 emplois indirects avec des sociétés partenaires. Selon la ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle Bagayogo Aminata Traoré, ce programme constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que les Maliens concernés peuvent ressentir dans le cadre de la fourniture des services sociaux de base. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Les élections générales en République démocratique du Congo, Georges, les premières tendances attendues ce vendredi. La CENI compte publier de premiers résultats très partiels ce soir après 2 jours d'élection. Selon l'autorité électorale, le scrutin a pu se tenir dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Un scrutin entaché d'irrégularités et de violence selon les différentes missions d'observation déployées en RDC et même dans la capitale Kinshasa. Des dysfonctionnements et des problèmes logistiques ont été signalés. La guerre au Proche-Orient pour terminer le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, de nouveau reporté à ce vendredi. La résolution est destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Les États-Unis, vers lesquels tous les yeux étaient tournés, ont indiqué qu'ils étaient prêts à soutenir la dernière version du texte qui appelle à des mesures urgentes pour améliorer l'accès de l'aide humanitaire à Gaza sans demander l'arrêt immédiat des hostilités. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la problématique de la prise en charge de la petite enfance au Sénégal. Le prétexte, l'affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf Keur Yirmandé. Pour en parler, nous serons avec Mamadou Wane, sociologue et ancien responsable de la petite enfance à l'UNICEF, et Bassirou Kébé, conseiller du président de la République chargé de la petite enfance. RFM Sport. Bienvenue Malal. Merci Bart. La Ligue 1 d'abord, Tenguedj qui reçoit le Jaraaf à Rufisque. C'est le leader qui reçoit son dauphin au stade Ngalandou Diouf demain pour ouvrir la 9e journée de cette Ligue 1 sénégalaise. Sodetiam nous présente cette affiche. Le leader Teungueth Football Club accueille son dauphin, le Jaraaf de Dakar. Sur les 5 dernières rencontres entre les deux clubs, c'est une victoire pour chacun et 3 matchs nuls, ce qui rend cette rencontre intéressante et difficile selon l'entraîneur des Verts et Blancs, Malik Dafa. Techniquement, tactiquement, je pense que le match sera au niveau. Ce ne sera pas facile parce que Teungueth FC est en train de faire un bon début de championnat. Je pense qu'ils n'ont pas encore perdu ce jeu. Ils jouent bien, c'est une équipe joueuse. Le Jaraaf reste le Jaraaf. Nous avons une équipe très compétitive. On est conscient de la tâche qui nous attend là-bas. Son homologue de Teungueth Football Club s'attend à un match âprement disputé. Cheikh Gueye ajoute que rencontrer le Jaraaf mérite une préparation particulière. Donc que ça soit sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan tactique, on a préparé ce match d'une manière un tout petit peu différente. Selon l'adversaire, selon les qualités de joueur qu'il a, la préparation diffère d'un match à un autre. Teungueth Football Club Jaraaf, c'est également 2 adversaires qui se connaissent très bien et les entraîneurs se renvoient la balle. Le Jaraaf est une équipe très solide. Actuellement, c'est l'une des équipes qui a un projet clair dans ce qu'ils veulent, à savoir gagner le championnat, comme Teungueth Football Club aussi. Teungueth, c'est une bonne équipe, une équipe joueuse, c'est-à-dire une équipe qui est bonne sur les transitions rapides, c'est une équipe qui est bonne aussi sur les balles arrêtées. On est conscient, on a bien travaillé dans la semaine. Teungueth Football Club Jaraaf, c'est ce samedi au stade Ngalandou Diouf à 16h30. 2 petits points séparent les 2 protagonistes. Notez également que le
Giraffe de Dakar reste sur 2 victoires et un nul à l'extérieur et Teungueth Football Club sur 3 victoires et un match nul à domicile. Les autres rencontres sont prévues dimanche. La Ligue 2 également va jouer demain samedi avec AS Douane contre Niary Tally, RS Yoff contre Walidane, Demba Diop contre Thiès FC, SNEPS Excellence joue contre l'équipe de Oslo. La CAN 2024, Malal, les arbitres sénégalais retenus sont connus. Ils sont 3 sur cette liste qui a été publiée hier jeudi. Il s'agit de Issassi, arbitre central, de Moha Bangoura et Djibril Kamara qui sont des assistants. Cheikh Tidiane Diagne a joint ce matin un ancien arbitre Ousmane Fall pour commenter cette liste. La liste des arbitres qui ont été sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique. Vous verrez l'absence de pas mal de grands arbitres qui ont fait pas mal de grandes compétitions africaines et mondiales. Mais la non-sélection de M. Ndiaye Daouda est une très grande surprise pour nous. Mais aussi la non-sélection de M. El Hadj Malick Samba, qui est l'un des meilleurs arbitres assistants africains à l'heure actuelle. Bon, le pourquoi, je dirais que, à mon avis, peut-être c'est du fait que la direction de l'arbitrage africaine a été renouvelée, a changé de personne. On a à la tête actuellement M. Doué de la Côte d'Ivoire et peut-être qu'ils ont mis en place une nouvelle politique. Peut-être c'est dû à ce fait, mais c'est une surprise évidemment. C'est une surprise pour nous les Sénégalais, nous les anciens arbitres sénégalais. C'est à l'image des résultats que nous avons obtenus cette année au niveau africain, je veux dire le football sénégalais. Donc on a gagné presque toutes les grandes compétitions au niveau africain. Donc le niveau de l'arbitrage sénégalais est bon, il est acceptable. La Coupe d'Afrique des Nations, Malal, qui démarre le 13 janvier et le Sénégal joue son premier match le 15. Ce sera contre nos voisins de la Gambie. Voilà. Reug contre Bombardier, c'est le choc de Noël. Le choc explosif prévu ce dimanche à l'arène nationale. Un combat qui va opposer un doyen de l'arène à un jeune qui a des ambitions, technique, puissant physiquement, avec un bon parcours dans la lutte traditionnelle qui va affronter Bombardier, un vieux routier. Bafagay, entraîneur de l'équipe nationale de lutte, analyse cette affiche pour nous. Ça sera un combat vraiment très plaisant. Parce que c'est deux guerriers, deux combattants. Maintenant, chaque lutteur peut avoir une victoire sur l'autre, mais il faudrait même que Bombardier soit stable, soit attentif par rapport à Reug, qui est un grand attaquant. Reug a fait les beaux jours de la lutte traditionnelle, donc il est très puissant, très rapide. Donc il faut attendre que Reug va aller vers Bombardier, il va attaquer. Bombardier en ce moment doit être présent, attentif par rapport à l'arrivée de Reug, parce que Reug va l'attaquer. Il faut tout de même que Bombardier utilise son expérience et sa puissance physique pour l'amener à commettre une erreur. L'avantage de Reug, c'est d'essayer d'aller chercher Bombardier, mais en lui faisant faire des erreurs, en lui poussant vers les 4 appuis, ou bien essayer de fatiguer Bombardier avant de l'utiliser, avant d'aller vers le corps à corps. Donc, un combat initié par Jamaïcain et qui sera retransmis en direct sur la télévision Futur Média, mais aussi sur la RFM, la radio qui s'écoute et qui se voit. Voilà. Combat qui promet d'être épicé. Malal Diagne Junior, merci. RFM, reportage. La fête de la nativité, Noël, célébrée cette année dans un contexte de conjoncture économique. Chaque père de famille va donc dépenser en fonction de ses moyens, mais tous s'accordent à dire que le plus important, c'est d'offrir des cadeaux aux enfants. Un reportage signé Nafissatou Sila. Noël fêté dans une ambiance de conjoncture, la vie chère freine les ardeurs pour célébrer la nativité chez beaucoup de Dakarois. Ce chauffeur de taxi, Omar Gueye, soutient que cette année, elle aura une autre allure. Les temps sont vraiment durs. Tout est cher sur le marché, le poulet, l'oignon, la pomme de terre, rien. C'est partout la hausse des prix. Avant, on fêtait Noël sans difficulté. On pouvait s'acheter ce qu'on voulait. Pareil pour Awacher Bité, la trentaine. Elle a 2 enfants. Elle n'est pas chrétienne, mais elle célèbre Noël quand même. C'est vraiment difficile, mais je n'ai pas le choix. Depuis une semaine, je commence à épargner un peu pour acheter des cadeaux. J'achète les cadeaux petit à petit pour faire plaisir à mes enfants. Seulement
ce n'est pas facile. Il faut faire avec les moyens du bord. Moi, ce que je déplore, c'est que dans les familles, il n'y a pas d'entraide. On doit unir les forces et faire plaisir à tous les enfants. Tous les enfants doivent être heureux le jour de Noël. Yama Seydi, elle, est invitée chez des amis chrétiens à Rebus. Elle ne manque jamais Noël chez la famille d'Acosta. 5 à 3 de lecture. Ce sont mes amis depuis que je suis toute petite. Chaque année, je passe les fêtes de Noël chez eux. Ils m'offrent des cadeaux et moi aussi je leur donne des cadeaux pendant la Tabaski. Et moi aussi je fais de même pendant la Tabaski. Je fais la même chose. Je les invite et pendant Noël aussi ils m'invitent. Ils me respectent très bien parce qu'ils savent que je ne mange pas la viande de porc. Donc ils préparent spécialement un plat pour moi. Dans tous les cas, chrétiens ou pas, nombreux sont les Dakarois qui fêtent Noël dans un esprit joyeux, peu importe la dureté de la vie. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Affaire de la pouponnière de Sacré-Cœur, Ndella Madior Diouf en garde à vue depuis hier. Les choses sont allées très vite. Libération, qui ne fait pas de quartier ce matin, note que la bonne dame a été cueillie hier par la brigade de protection des mineurs de la sûreté urbaine après avoir refusé de déférer à des convocations de la police. Le journal note que Ndella a été placée en garde à vue après son audition visée pour homicide involontaire, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. L'Obs relève que les bébés ont été retirés des lieux, évacués et confiés à des services compétents. Curieusement opérés sans agrément, le journal parle de scandale Ndella Madior Diouf. Le réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance dit horrifié. Il réclame des investigations pour que la lumière soit faite sur cette affaire et appelle le gouvernement à diligenter le texte devant réglementer les crèches et structures assimilées. Selon le journal Les Échos, 2 bébés ont rendu l'âme dans sa pouponnière. Ndella risque la prison. La bonne dame, elle, crie au complot. La politique avec l'investiture d'Amadou Ba par la paix, candidat prête non bûcheron sur ça. Amadou investi dans la sobriété, constate Direct News. Le journal rappelle qu'à la présidentielle 2019, l'investiture de Macky Sall s'est faite à Arena et celle d'Amadou Ba en 2023 dans un hôtel de la place. Le journal note qu'on dirait que la mayonnaise n'a pas pris. Certains ministres attaquent le candidat. Vox Populi soutient que le Conseil national de la paix a investi Amadou, candidat de la paix, et de Benno Bokk-Yakaar. Mais Macky Sall a été reconduit, lui, à la présidence du parti. Mamagnan charge le candidat. Il ne fait pas le poids selon lui. Walfadri parle de coup bas contre le candidat Amadou Ba. Pour Tribune, l'ombre tutélaire de Macky plane toujours sur Amadou, qui reste, selon le journal, sous couvert. Enquête note que Macky Sall reste froid et critique. Le candidat de la paix fait face au syndrome de la désunion. Dans l'Observateur, Ali Ndiaye affirme qu'il ne sera pas surpris qu'Amadou Ba soit éliminé au premier tour. Mais Amadou se sent de taille à mener la bataille jusqu'au bout. Dans Le Soleil, Amadou donne ses gages. Il dit « Je suis convaincu que je peux mener cette coalition à la victoire. Le chemin est balisé donc », lui a répondu le président Sall. « La victoire est devant nous, soyez juste unis ». Moussa Fagnas, le secrétaire général de l'AFP, a réitéré pour sa part le leitmotiv qui vaille la gagne dès le premier tour. Même cri de guerre chez Aminata Mbengue Ndiaye, la socialiste qui s'engage à investir le terrain. Dans Bosby le jour, Amadou Ba promet lui la continuité avec Benno Bokk-Yakaar et le plan Sénégal émergent. La paire sera aussi renforcée à assurer le candidat. Le journal pointe ce qu'il appelle le serment de Ba. Les militants de la paire, eux, ont besoin que vous les rassuriez, demande Anton de son côté Farbangam. La conférence des chefs de parquet sous le sceau hier de la réduction de la durée de la détention provisoire, débat entre acteurs de la justice. Enquête soutient ce matin que d'emblée c'est une réforme chahutée. Avec quel personnel on va mener ces réformes, s'est demandé Ousmane Khan, ancien premier président de la cour d'appel de Kaolack. L'équation du choix des magistrats et de la surcharge des dossiers et réponse d'Aïssata Tall Sall, les assurances de la ministre dans le même journal. Elle dit tout
tout ça c'est vrai, mais nous y sommes. Le président de la République a mis 250 milliards sur 10 ans pour construire des complexes judiciaires, cours d'appels et tribunaux partout dans le Sénégal. C'est une réforme majeure qui va accompagner les juges. Quand on multiplie les cabinets, cela veut dire qu'on va multiplier les juges. On va faire donc plus d'infrastructures, plus de recrutement et plus de spécialistes, a-t-elle soutenu encore dans le journal Enquête. À la une du journal Le Quotidien, classement libertés civiles et droits humains, les lauriers du MCC à Macky Sall. Contrairement à ceux qui jugent que le Sénégal régresse en matière de respect des droits humains et des libertés publiques, le MCC américain estime que la bonne gouvernance de manière générale est l'un des points forts de la politique menée à ce jour par le Sénégal sous le président Macky Sall. Washington salue les performances de Dakar en termes de liberté publique et de lutte contre la corruption. Et puis, à la une du journaliste quotidien, la CAN, la malédiction du champion en titre. Le Sénégal pourra-t-il conserver son titre, se demande le confrère. En tout cas, jusqu'ici, seuls 3 pays ont réussi cette prouesse. Difficile d'enchaîner les trophées en Afrique. C'est plus facile, selon le journal, de gagner le titre que de le conserver. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Mohamed Ali Mouba. Nous en venons maintenant à Point de Vue, débat sur la problématique de la prise en charge de la petite enfance au Sénégal. Le prétexte, c'est l'affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf Keur Yërmandé. Nous sommes en ligne avec Bassirou Kébé. Monsieur Kébé, bonjour. Bonjour, Barthélémy plutôt. Merci, monsieur Kébé. Vous êtes conseiller du président de la République chargé de la petite enfance. Notre deuxième intervenant, Mamadou Wane. Monsieur Wane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Sociologue et ancien responsable de la petite enfance à l'UNICEF. Vous permettez, monsieur Wane, la première question, je l'adresse à Bassirou Kébé, conseiller du président de la République chargé de la petite enfance. Monsieur Kébé, d'abord, une première réaction suite à ce qui s'est passé à Keur Yërmandé. Oui, merci beaucoup, Barthélémy. Je salue au passage mon doyen, le respectable Mamadou Wane, qui est quand même un pionnier de la protection. Je précise aussi que je suis le conseiller du président chargé de l'enfance. Souvent, on fait la différence entre petite enfance et enfance. La petite enfance est incluse dans l'enfance. Ok. Donc, conseiller du président de la République chargé de l'enfance. De l'enfance, oui. Voilà. Donc, notamment de la protection des enfants. La première réaction, c'est que, quand même, c'est une réaction d'un humain, d'un être humain, qui voit une situation de bébé, vraiment, c'est une situation exécrable, à la limite. C'est inadmissible dans n'importe quel pays, notamment dans un pays où nous avons des mécanismes communautaires traditionnels qui permettent de prendre en charge le tout petit. Donc, c'est quand même indigne même de notre société. D'accord, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une négligence des autorités? Oui, bon, moi je vais dire les choses comme telles. Je pense que déjà cela pourrait poser le problème de la prise en charge globalement, mais de la petite enfance, surtout des pouponnières, comment on ouvre les pouponnières, les procédures d'ouverture, contrôle, etc. Tout ça, c'est tout cela qu'il faut mettre dans la palette et dire en vérité que nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. Mais la responsabilité maintenant va incomber davantage à cette association, parce que je ne peux pas me prononcer, être dedans carrément, parce que c'est une procédure de justice qui est en cours et que je suis tenu par l'obligation de réserve, même si nous avons des éléments, mais puisque le procureur est en train d'ouvrir une enquête sur cette question, je pense que laissons la justice faire son travail. En tout cas, la propriétaire. Les responsabilités. Voilà, on va situer les responsabilités. En tout cas, la propriétaire de la pouponnière est toujours en garde à vue au commissariat central. Mamadou, je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Kébé. Mamadou Wane, d'abord une petite réaction. Si l'on sait qu'il y a des textes qui sont là, ratifiés par le Sénégal pour protéger davantage les enfants, mais on a l'impression d'assister à un laisser-aller. On ouvre des crèches à tout va, sans respect de la réglementation. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant qu'ancien responsable de la petite enfance à l'UNICEF? Bon, tout d'abord, laissez-moi saluer, voilà, monsieur Kébé, Bassirou Kébé,
pense qu'il y a une double casquette, la casquette de conseiller du président de la République, et l'autre casquette qui m'intéresse beaucoup plus, c'est un militant des droits de l'enfant. Hein? Je suis l'ex-directeur de la protection des droits de l'enfant. Moi, je suis un spécialiste de la protection de l'enfant, comme il l'a dit, pas de la petite enfance. C'est inclus là-dedans. D'abord, laissez-moi vous dire, je suis indigné. Je suis indigné et je suis choqué. Hein? Ça, c'est le côté émotionnel. Mais maintenant, quand on vient à la rationalité, comme vous avez dit, hein, on ouvre à tout bout de champ des crèches, des poupinières, des taras, on ouvre des orphelinats, des écoles maternelles, on les met dans des maisons qui ne sont pas, parce que quand même, l'ouverture de poupinières, hein, pour la gestion de la petite enfance et des enfants, il y a des règles, il y a une réglementation. On ne peut pas ouvrir. Et puis, celle qui a ouvert, hein, est-elle spécialiste? Le personnel dédié, est-ce que c'est un personnel spécialiste? Est-ce qu'il a eu l'autorisation? Elle a eu l'autorisation? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La première responsabilité... Et donc vous rejoignez M. Kébé qui parle de négligence. Oui, mais la première responsabilité, c'est l'État. C'est l'État qui est redevable, hein, par rapport aux conventions internationales ratifiées. Les traités internationaux et régionaux. Mais justement, par rapport à cette convention, il y a pour l'instrument juridique destiné à assurer la protection des enfants, il y a la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. Convention pourtant ratifiée par le Sénégal. Mais à la lumière de ce qui se passe, ou à la lumière de ce à quoi on assiste, on serait même tenté de dire que la dite convention, bien que ratifiée par le Sénégal depuis juillet 90, n'est pas respectée par nos autorités. Non, mais non seulement c'est ratifié, mais ça fait partie de la Constitution. Parce que vous allez vous référer à la Constitution de 2001, le préambule se réfère à la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant, ce qui était une avancée révolutionnaire. Mais même en dehors des traités internationaux, la législation sénégalaise, comment dirais-je, il y a des dispositions dans cette législation qui protègent les enfants. Mais quelqu'un qui ouvre une poupinière, hein, voilà, qui prend elle n'a pas de cahier de charges, elle n'a pas la possibilité de faire fonctionner. Il paraît, surtout que par exemple l'État doit être alerte, mais je suis d'accord avec M. Kébé, les ONG aussi doivent être alertes, les communautés doivent être alertes. Quand je parle de communauté, il y a le chef de quartier et tout, il y a les autorités locales. Comment on peut ouvrir quelque chose comme ça, au vu de tout le monde, hein? Les enfants, c'est-à-dire on est dans une situation où il y a le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, on peut vendre les enfants, il y a le protocole des Nations Unies additionnel à la CDE de lutte contre la vente des enfants, hein? Et puis on laisse faire. C'est-à-dire, il a raison, quelque part, il y a une responsabilité globale. Il faut y avoir des signalants. Mais la première responsabilité incombe à l'État. La première responsabilité incombe à l'État. Les enfants sans soins parentaux, les enfants abandonnés, les enfants qu'on doit confier à des institutions, c'est réglementé. C'est réglementé. Et le Sénégal est en train de développer une politique de protection, de remplacement de l'enfant qui n'a pas de parents. Et donc il faut peut-être sanctionner les auteurs de ces pratiques. Mais bien sûr, c'est là parce qu'elle s'appelle, je ne sais pas comment Diouf là, elle se permet ça. Elle se permet ça. C'est comme on rentre au Sénégal avec des enfants qui viennent des pays de la sous-région à l'intérieur du Sénégal. On va dans les quartiers populaires, hein, on ouvre des daras dans des abris, dans des maisons où il n'y a même pas de fenêtres. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de toilette. Et souvent les enfants sont dans des conditions vraiment inhumaines. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Kébé. Monsieur Kébé, il y a eu une stratégie nationale de protection de l'enfant qui a été élaborée, je pense, c'était en 2013. Et il a été annoncé, dans le cadre de cette stratégie, un comité intersectoriel présidé par le Premier ministre, compte tenu
du caractère transversal de la protection de l'enfant. Et les acteurs de ce comité étaient appelés justement à définir un schéma d'intervention qui à terme devrait aboutir à l'adoption d'un plan d'action pour l'enfant. Un plan que le gouvernement était appelé à évaluer tous les 2 ans. Qu'en est-il? Oui, je pense que là, Barthélémy, vous abordez la question de la protection de l'enfant, mais qui, en vérité, on les protège contre les violences, abus, négligences, etc. Et comme c'est multisectoriel, il y a cet aspect promotion générale des droits. Ça, je pense que c'est important de préciser. Ce qui veut dire que, pour répondre à votre question, qu'il y a une stratégie nationale de protection de l'enfant qui est différente également du document de politique intégrée de la petite enfance, ce qu'on appelle le développement intégré de la petite enfance. Absolument. Et la petite enfance, souvent, certains disent que c'est 0,3 ans, d'autres 0,6 ans, selon. Et qu'il y a des neuroscientifiques américains dans le monde reconnu qui disent aujourd'hui que notre cerveau d'adulte se développe entre 0,3 ans à 85%. Vous voyez l'importance. Donc le Sénégal est obligé, en vérité, par rapport à l'approche droit, l'État a l'obligation, comme le dit le doyen Mao, c'est l'État qui a l'obligation de veiller à ce que la petite enfance soit protégée, etc. Mais ici, le cas de Ndella Major, avec son association, mais il s'agit des bébés. Donc on est dans les tout petits, la phase 0,3 ans, où c'est le développement, mais en vérité, moi je dis que il y a les institutions, les structures de l'État qui sont là, qui fonctionnent. Il y a une politique, la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, où vous avez ces questions d'éducation, de nutrition, de santé, etc. Donc c'est pourquoi c'est intégré. Mais en vérité aussi, revenir sur les responsabilités, parce que l'État a l'obligation. C'est pourquoi l'État a mis ce qu'on appelle un cadre normatif. Oui, on n'en disconvient pas, les instruments sont là, mais l'application sur le terrain fait défaut. Mais c'est important aussi qu'on situe les responsabilités. Qu'est-ce qu'on dit? Que pour ouvrir une crèche, pour ouvrir une pouponnière, mais il faut une association reconnue par le ministère de l'Intérieur après enquête de moralité. Je ne sais pas si cette association a été reconnue ou pas. Il faut, pour avoir un agrément de prise en charge de ces tout-petits, du ministère de la Justice à travers la direction de la protection judiciaire et sociale. Et ce qui fait que d'ailleurs, juste quand il y a eu ces incidents, ce grave accident dû à l'être humain, dû à des négligences également, mais l'État a pris des mesures immédiatement. Ce qui fait que procédure judiciaire, ça c'est dans le cadre juridique, mais également les enfants, les bébés plutôt, ont été récupérés depuis hier nuit avec la collaboration du ministère de la Justice, de la Famille et de la Santé. Encore que ces bébés, les bébés ont été récupérés, mais certains sont hospitalisés, d'autres en observation. Parce que tout simplement, ils sont tous faibles. Oui, mais tout à fait, je suis d'accord. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que oui, tout est nickel et qu'on ne situe pas les responsabilités. Mais nous devons veiller, nous, en tant qu'État, à ce que le cadre normatif soit effectif. D'accord. Merci beaucoup. Pour faire de la prévention. Sinon, ça ne sert à rien de prendre des textes, etc. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans le domaine de la petite enfance. Ça a vraiment, ce qui fait qu'en matière d'éducation, on a un TBS, taux brut de préscolarisation qui va jusqu'à 17-18%. D'accord. Etc. Malheureusement, nous sommes rattrapés. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps, M. Kébé. Merci. On vous retrouve dans le 13h. Je termine avec Mamadou Wane en quelques secondes. Monsieur Wane, c'est vrai que le Sénégal est qualifié comme étant une jeune nation dans le cadre de la protection de l'enfant, mais par rapport à l'approche droit évoquée tout à l'heure par M. Kébé, quelle doit être l'attitude des autorités? Mais appliquer les textes, appliquer les dispositions de la législation nationale qui protège les enfants, appliquer les dispositions des traités internationaux et régionaux, parce qu'il y a la charte africaine pour le bien-être et les droits de l'enfant. L'appliquer. En dehors de ça, nos valeurs morales. On a des valeurs morales qui sont des valeurs protectrices de l'enfant. On n'accepte pas que quelqu'un kidnappe. Pour moi, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping. Quand vous n'avez pas le moyen, vous ne devez pas le faire. C'est pas seulement ouvrir enquête de moralité, mais est-ce que vous avez le personnel dédié?
Vous n'avez pas le personnel dédié. Et nous assistons au Sénégal aujourd'hui à une crise de la parenté, à une crise des autorités. Même les parents, il faut qu'ils développent des capacités pour être parents. Mais on prend au Louvre, on prend des enfants d'autrui. Oui, on prend des enfants d'autrui, rejetés par la société. Les jeunes filles qui sont en grossesse, etc., qui ne sont pas mariées, qui sont hors normes sociales, qui ont des enfants, elles les récupèrent. Hein. Je ne veux pas rentrer dans des choses que je ne contrôle pas, mais il semblerait qu'il y a la vente d'enfants derrière. Qui est là pour se permettre ça? Au Sénégal, il y a des gens qui s'arrogent le rôle de l'État. Merci. S'arrogent le rôle de l'État parce qu'il y a des vides. Merci beaucoup. Merci malheureusement, Mamadou Wane. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites, Mamadou Wane. Merci, sociologue et ancien responsable de la petite enfance à l'UNICEF. Merci également à Bassirou Kébé, conseiller du président de la République chargé de l'enfance. On vous retrouve tous les deux dans le 13h qui vous sera présenté par Elad Junjo Gouyen. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Au micro, c'était Barthélémy Ngom, technique Aliouba, digital Maïsambaï, réalisation Elad Junjo Gouyen, que vous allez retrouver dans moins de 7 minutes. Chef d'édition, Anna Rocha. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Des idées de cadeaux pour tous. Electronic Corp sélectionne pour vous ces produits de dernière génération. Découvrez nos réfrigérateurs No Frost, cuisinières à gaz et électrique, des machines à laver avec les marques Beko et Enduro. Explorez également notre gamme de petits électroménagers, des mixeurs, bouilloires, air fryers, presse agrumes, machines à café et bien d'autres produits avec Black & Decker de réputation mondiale. Et pour une expérience audiovisuelle exceptionnelle, entrez dans l'univers des téléviseurs Bravia, des barres de son Dolby Atmos et des mini-chaînes Sony qui vous offrent un excellent confort d'écoute. Pour la sono professionnelle et les instruments de musique, guitare et clavier, découvrez la qualité et l'authenticité inégalée qui font la réputation de Yamaha. Venez visiter nos showrooms et profitez jusqu'au 31 janvier 2024 de nos offres de Noël, du Nouvel An et de la Cannes 2024 adaptées à tous les goûts et tous les budgets. Adresse Sacré-Cœur 3, rond-point JVC, téléphone 33 867 79 99. Le showroom de Sacré-Cœur sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h et les dimanches du mois de décembre 2023 de 15h à 19h. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar.